Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis midi, côte est des États-Unis. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group, le média pour les Français aux États-Unis, Canada et UK depuis 17 ans. Vous êtes plus de 250 à vous être inscrits aujourd'hui pour ce webinaire. On va voir pour les contribuables américains. On va essayer de faire le point sur leurs obligations fiscales, donc les obligations à respecter. Les deux experts du jour sont des habitués des ondes de French Morning. Le premier, c'est Michael Vandermael, avocat fiscaliste avec le cabinet Carlton Field, spécialiste, donc Michael, bonjour Michael, spécialiste dans trois domaines. Il est avocat d'affaires, il est aussi spécialiste des successions internationales et de la fiscalité américaine. Le deuxième est Jean-Philippe Sora, expert comptable, diplômé CPA américain, le spécialiste de la fiscalité au sein du groupe Massa Consulting. Vous le savez, on va bientôt partager notre écran pour vous donner un maximum d'informations. On va aussi prendre les meilleures questions à la volée. Donc, Michael et Jean-Philippe vont regarder vos questions dans le Q&A, QNR si vous êtes sur un Zoom qui est en français. Et on essaiera de prendre quelques volets, quelques questions à la volée comme ça, en fonction qu'on avance pour que ce soit aussi dynamique, qu'on ait un vrai échange. Et pour les questions qu'on n'a pas prises, on essaiera d'y répondre à la fin. Donc on va essayer de garder 10-15 minutes à la fin pour faire ça. Je donne la parole tout de suite à Michael. Et juste avant, Michael, je voulais juste rappeler, vous voyez sur tous nos webinaires des QR codes. C'est pour que vous puissiez prendre rendez-vous directement avec les experts. Donc n'hésitez pas, si jamais vous devez vous absenter et que vous avez besoin d'une consultation privée, vous scannez le code et vous avez directement accès à l'agenda de nos experts. Voilà, donc on est bon. Michael, c'est parti, je te donne la parole. Oui, bonjour Romain, bonjour à tous. Je te remercie pour ces remarques préliminaires. Donc aujourd'hui, en vue de la date butoir du 15 avril 2025, la date de dépôt de vos déclarations personnelles aux États-Unis, on voulait, Jean-Philippe et moi-même, vous présenter des informations pertinentes concernant vos obligations déclaratives aux États-Unis en tant que contribuable américain. Donc aujourd'hui, la présentation concerne les contribuables américains. Donc, première chose, qui est un contribuable américain? Il y a trois types de personnes. La première personne, la première catégorie, c'est les citoyens américains, qu'ils vivent aux États-Unis ou en dehors des États-Unis. La deuxième classification de personnes, ce sont les résidents permanents US ou détenteurs de carte verte, de la même manière qu'ils vivent aux États-Unis ou en dehors des États-Unis. Et puis la troisième catégorie concerne les personnes qui se trouvent sur le territoire américain en possession d'un visa non immigrant, comme un visa E2, un visa J1, F1, L1, etc., ou un ESTA, et qui doit faire attention à leur jour de présence sur le territoire américain chaque année pour déterminer s'ils deviennent contribuables américains. Donc c'est le test du Substantial Presence Test en anglais. Et les conditions à cette règle sont les suivantes. Premièrement, il faut évaluer pour la troisième catégorie de personnes ces jours de présence sur l'année courante. Donc il y a un premier critère de 31 jours minimum pour l'année courante. Donc si on évalue 2025, il faut au minimum passer 31 jours dans l'année courante. Si on remplit cette condition, on passe à la deuxième condition, c'est-à-dire qu'il faut passer 183 jours sur une période de 3 années. Donc dans mon exemple, ça comprend les jours de présence dans l'année courante, 2025, les jours de l'année 2024 qui comptent un tiers d'un jour, et les jours de présence dans l'année 2023 qui comptent un sixième d'un jour. Donc, quand on fait ce test et qu'on fait le calcul des jours sur ces 3 années, si on dépasse 183 jours, on est considéré un contribuable américain et on a des obligations déclaratives. Donc, si on applique à cette équation un total de jours de moins de 121 jours, on ne va pas remplir en moyenne, donc en moyenne 121 jours par an, on ne va pas remplir les conditions du SPT. Donc, pour les personnes qui veulent venir sur le territoire américain et éviter de tomber dans la résidence fiscale américaine, passer moins de 120 jours en moyenne. Et juste un dernier point, sur les deux premières catégories, il faut comprendre que même si vous devenez citoyen US ou vous obtenez la carte verte et que vous décidez de repartir dans votre pays d'origine, vos obligations américaines vous suivent. C'est-à-dire que si vous voulez sortir du régime fiscal américain, il faut absolument
entamer des procédures d'abandon de son statut de citoyen ou de renonciation de sa citoyenneté ou de son statut de carte verte. Il faut faire attention, il y a potentiellement des taxes de sortie, exit tax aussi qui s'appliquent, mais tant que vous n'avez pas pris en charge cette étape de renoncer de manière affirmative sur votre statut, vous allez être continuellement soumis aux obligations déclaratives américaines. Donc Jean-Philippe, peux-tu évoquer quelles sont ces obligations déclaratives pour les contribuables américains? Tout à fait. Donc, si vous êtes contribuable américain, eh bien, vous allez avoir deux types d'obligations. La première, déclarer l'ensemble de vos revenus mondiaux. Ça, c'est très important parce que c'est souvent oublié. C'est-à-dire que vous allez déclarer évidemment vos revenus de source américaine, mais aussi vos revenus de source étrangère. Le cas classique, ce sont des individus qui sont aux États-Unis, qui gagnent un salaire américain, qui ont des brokerages, donc évidemment ils vont déclarer. Mais vous avez aussi des biens immobiliers, par exemple, qui vont être en France, qui vont être loués. Vous déclarez en France en tant que non-résident, et puis vous déclarez ces mêmes revenus fonciers aux États-Unis en tant que résidents fiscaux, avec un crédit d'impôt équivalent aux impôts français qui auraient été payés pour ne pas que vous soyez imposé deux fois. Ce système de crédit d'impôt fonctionne au niveau fédéral, mais hélas, il ne fonctionne pas au niveau des États. Il en va de même pour tous les revenus que vous allez percevoir. Donc, ça ne se limite évidemment pas que aux revenus fonciers. Il faut avoir des salaires français, des salaires étrangers, des intérêts, des dividendes. Tout ça doit être déclaré aux États-Unis et y être imposé après avec des jeux de crédit d'impôt. La base de votre déclaration aux États-Unis, c'est le formulaire 1040 qui sert de colonne vertébrale à votre déclaration de revenus américaine. Puis à ça vont s'ajouter des formulaires qui bien souvent vont correspondre à ce que j'appelle la compliance. La compliance, eh bien, ce sont les obligations déclaratives que vous allez rencontrer et sur lesquelles nous allons aujourd'hui axer le webinaire. Parce que quand vous êtes contribuable américain et que vous avez des actifs financiers à l'étranger, il faut savoir que vous allez devoir les déclarer sous peine de pénalités qui pourront être assez lourdes et Michael va revenir dessus tout à l'heure. Donc, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet de la déclaration des actifs, enfin des déclarations, pardon, des actifs étrangers, en commençant par le plus connu, qui est le FBAR. Jean-Philippe, Qu'est-ce que est-ce que le je peux Ouais, interrompre? Il ouais, bien semblerait sûr, qu'on a vas-y. des messages dans le chat que les slides ne sont pas en plein écran ou Ah, agrandis. euh, On est en plein écran. Le seul truc, c'est Ah, que je pense que désolé. elle est petite, la présentation. Moi, je parce que recommande. non, je peux changer de setup parce que je suis sur un écran qui est énorme et du coup, je pense qu'effectivement, le rendu de l'autre côté est tout petit. Si vous avez 2 secondes. Si jamais ça marche pas, on pourra trouver une autre solution. Mais en plein écran, on arrive à lire. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont sur iPhone, c'est compliqué. Ou s'il y a des gens qui sont sur LinkedIn aussi, c'est vrai que sur LinkedIn, c'est assez petit. Discourage. En attendant que Jean-Philippe se reconnecte Ouais, tes pour le slides. partage d'écran, est-ce que, il y a des questions pour Michael? Oui, donc peut-être que je peux aborder la prochaine slide que Jean-Philippe allait mettre sur l'écran. Euh, le premier formulaire qu'on voulait aborder, c'est le formulaire FBAR, Ok. FIN 514. Ah, Jean-Philippe est de Bon. retour. Ouais, me revoilà. Excusez-moi, donc là, normalement, ça devrait être mieux. Hop. Est-ce que là, c'est mieux de votre C'est côté? Vous beaucoup mieux, voyez ouais. ou c'est... C'est Ouais, beaucoup mieux. ok. En effet. Super. Bon, je vais rester comme ça. Parfait.
Donc, bah, Michael, tu parlais du F-bar, je te laisse continuer. Oui, pas de problème. Donc, le formulaire FBAR, c'est un formulaire qu'on utilise pour déclarer ses actifs, ses comptes financiers détenus à l'étranger. Donc, ça concerne, c'est vraiment défini au sens large, c'est tout actif, tout compte financier détenu au sein d'une institution non américaine. Si le seuil, si le total cumulé de vos comptes, des soldes maximum de vos comptes situés à l'étranger dépasse 10 000 dollars, vous devez remplir ce formulaire. C'est un formulaire qui est soumis à l'agence FinCEN qui vise le combat contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Ils veulent simplement recueillir certaines informations que vous devez obligatoirement retranscrire vis-à-vis de vos comptes bancaires à l'étranger. Donc, Jean-Philippe, peut-être la prochaine slide. On va vous présenter quelques exemples pour vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc, le premier exemple, Jean-Philippe, je vais le lire. Je possède un compte courant à l'étranger. Son solde maximum ne dépasse jamais 10 000 dollars au cours de l'année. Dois-je déclarer ce compte sur le FBAR et le soumettre électroniquement? Eh bien non, puisque tu es en dessous des seuils déclaratifs. Pour rappel, Michael, désolé quand mon Internet a coupé quand j'ai changé le setup, est-ce que tu as parlé des seuils du F-bar ou pas encore? Donc, c'est un seuil de 10 000 dollars qu'il faut évaluer à chaque année. Donc, il faut prendre le solde maximum de chacun de vos comptes situés à l'étranger et s'il dépasse au total 10 000 dollars, vous devez remplir le formulaire FBAR qui est dû le 15 avril. Donc, pour 2024, vos comptes situés en dehors des États-Unis, vous devez les déclarer pour le 15 avril 2025, sauf qu'il y a une extension automatique jusqu'au 15 octobre pour déclarer vos comptes sur ce fameux formulaire FBAR. Donc, Merci Michael. Donc maintenant, si on continue justement pour la diversité des comptes, je possède un compte courant et deux comptes épargne à l'étranger. Leur solde maximum au cours de l'année est de 3 000, 4 000 et 5 000 dollars. Est-ce que je fais un F-bar ou non? Donc ici, la réponse est oui. Premièrement, cet exemple illustre que, il y a plusieurs différents comptes qu'il faut prendre en considération. Il n'y a pas que les comptes courants, il y a les comptes épargne, mais il y a aussi d'autres comptes. C'est vraiment défini au sens large et on verra dans d'autres exemples. Mais aussi le fait qu'il faut additionner le solde maximum à n'importe quelle année de chacun de vos comptes et prendre le cumulé des soldes maximum. Et si on dépasse 10 000 dollars, il faut déclarer tous vos comptes même ceux qui sont en dessous de 10 000 dollars. Donc, dans le cas ici, tous les comptes sont en dessous de 10 000 dollars, mais quand on les additionne, on dépasse le seuil, donc ça déclenche une obligation F-bar. Donc, le numéro 3, Jean-Philippe, je suis co-titulaire d'un portefeuille d'actions à l'étranger avec mon père, non contribuable américain, et le solde maximum au cours de l'année du compte est de 18 000 dollars. Dois-je déclarer un F-bar? Oui, effectivement, tu dois faire un F-bar parce que, bien que tu sois co-titulaire, on ne va pas diviser les 18 000 par deux, ce qui nous ferait tomber à 9 000. On va garder le montant de 18 000. Et je crois que par là, nous répondons à la question de Patrick qui demandait si, lorsqu'on a un compte joint avec son époux ou son épouse, la limite est de 10 000 ou de 20 000. Elle reste de 10 000. Je rajouterais que le F-bar, c'est une obligation déclarative personnelle, quel que soit son statut, célibataire, marié, et la manière dont on remplit sa déclaration d'impôt 1040. Donc, quand vous remplissez votre déclaration 1040, vous pouvez choisir le statut single ou married filing separately or jointly. Et à chaque fois, il faut identifier les comptes de l'époux, de l'épouse, séparément pour identifier si on dépasse le seuil des 10 000 dollars. Donc, il se pourrait que l'époux, par exemple, ait une obligation F-bar, mais pas l'épouse et vice-versa. Donc il faut regarder individuellement ce que vous possédez en termes de comptes financiers et bien sûr prendre en compte les comptes joints. Si on continue, donc ma mère n'est pas contribuable américaine et elle est titulaire d'un compte à l'étranger. Elle m'a donné procuration sur ce compte. Quelles sont mes obligations? Donc ici, en dehors des comptes où vous avez une détention directe, qu'on a illustré dans les premiers exemples, donc vous êtes titulaire ou co-titulaire du compte, il faut aussi prendre en considération pour déterminer si vous remplissez les conditions du F-bar, donc ce seuil de 10 000 dollars, les comptes où vous avez procuration. Donc, même si vous n'avez pas un intérêt économique, vous n'êtes pas le titulaire du compte, il faut aussi prendre en considération les comptes où vous avez procuration. Donc ici, si vous avez un compte qui est détenu par votre mère et que vous n'avez pas d'autre compte à l'étranger, mais vous avez la procuration et que le solde maximum au cours de l'année de ce compte qui est détenu par votre mère
dépasse 10 000 dollars, il faudra déclarer son FBAR. Numéro 5. Mon père, non contribuable américain, me fait donation de la nue propriété de son compte titre à l'étranger. Est-ce que le fait qu'il y ait un démembrement de la propriété, donc du compte titre, impacte la déclaration FBAR? Eh bien non. Si tu dépasses les seuils déclaratifs, eh bien le fait d'avoir la nue propriété rend le compte déclarable. D'accord? Ça peut paraître effectivement absurde vu qu'on n'a pas, en tant que nu propriétaire d'un compte bancaire, nous n'avons strictement aucun droit dessus. Mais cependant, nous avons quand même une propriété du compte, donc on va le déclarer si on dépasse les seuils. Maintenant, Michael, si je possède, comme on le voit souvent chez nos clients, le contrôle, j'ai une société qui est en France, par exemple, j'en ai le contrôle, et cette société a un compte courant, donc un compte courant pas comptable, hein, un compte bancaire. Euh, Qu'est-ce que je dois faire? Alors, cet exemple illustre qu'il y a une troisième catégorie de comptes qu'il faut évaluer. Donc, il y a les comptes détention directe. Je suis titulaire, co-titulaire du compte. J'ai procuration sur le compte, mais aussi détention indirecte. C'est-à-dire que si j'ai le contrôle d'une société non américaine, c'est-à-dire soit je détiens euh, plus de 50% des actions ou j'ai le contrôle parce que je suis un gestionnaire ou j'ai une position dans l'entreprise non américaine où j'ai accès aux comptes, il faudra éventuellement déclarer les comptes de la société aussi sur le FBAR ou en tout cas les prendre en considération avec vos comptes personnels et les comptes procuration pour déterminer si vous dépassez ce seuil de 10 000 dollars. Donc, Jean-Philippe, dernier point, le 7. Je possède une assurance vie, une pension plan retraite, fonds commun, compte titre à l'étranger dont le total cumulé des soldes maximum dépasse 10 000 dollars au cours de l'année. Ai-je un FBAR à remplir? Eh bien, cette question, en fait, illustre le fait qu'on a. Donc, la réponse est oui. Il faut remplir un FBAR. Nous avons tenu à exposer ce point parce que le FBAR ne regroupe pas que les comptes bancaires. En fait, si on veut simplifier les choses, ce sera quasiment tout ce qui est détenu par une institution financière, hébergé par une institution financière. Donc, les assurances vie en font partie, les plans retraite, les fonds communs, les comptes titres aussi. Jean-Philippe, je, je vois qu'il y a quelques questions sur les FBAR. Je vais peut-être en prendre une ou deux. Donc, Et je une vais faire de question même. pertinente. Voilà, si je n'ai pas rempli mon FBAR alors que j'avais une obligation de le faire, quel est l'impact? En effet, en cas d'audit ou d'un contrôle des autorités fiscales américaines, l'IRS pourrait imposer des pénalités sévères en fonction de la situation. Les pénalités varient en fonction de la conduite du contribuable. Si le contribuable était intentionnel, délibéré, parce qu'il était au courant de ses obligations FBAR mais ne l'a pas rempli, il pourrait être soumis à des pénalités exceptionnelles. Je vais en parler davantage en fin de présentation. Si la personne est négligeable dans ses actions, potentiellement des pénalités moindres, et éventuellement s'il a un motif raisonnable de se défendre et d'éviter toute pénalité. Euh, Avant de faire quoi que ce soit, je conseille toujours de parler à un fiscaliste comme moi-même pour évaluer votre situation. Et en effet, il y a des procédures d'amnistie, de régularisation pour corriger le tir à moindre coût, mais encore faut-il évaluer quel est le meilleur programme pour vous parce que ça va dépendre de la conduite du contribuable. Donc, évaluez votre situation avec quelqu'un de compétent, professionnel, et on pourra travailler ensemble pour régulariser votre situation. Question aussi importante que je lis là, dois-je déclarer dans le FBAR un compte clôturé au cours de l'année 2024? Alors la réponse est oui, puisque vous en étiez titulaire courant 2024. Donc il va effectivement falloir le déclarer. Oui. Et donc, un visa, donc ici j'ai une question sur une carte verte conditionnelle. Je suppose vous l'avez obtenue suite à un mariage, donc une demande suite à un mariage. Donc, le visa conditionnel pour la carte verte est considéré comme un visa qui vous traite comme un contribuable américain, donc à la même équivalence que la carte verte officielle. Donc, à ce stade-là, vous devez déjà remplir vos obligations déclaratives à partir du moment où vous rentrez sur le territoire américain sous ce statut. Ok, donc si nous continuons, juste une dernière question. Je suis titulaire d'un compte inactif hors des USA. Inactif car pas de transaction depuis des années, mais non clôturé. Dois-je le déclarer? Eh bien, si vous dépassez les seuils, la réponse va être oui.
bien qu'il soit inactif, il est déclarable. De même, pour aller un peu plus loin, si vous avez un compte bancaire sur lequel vous auriez l'équivalent de 1 $, ça paraît insignifiant, mais il va falloir aussi le déclarer si par ailleurs, évidemment, vous dépassez les seuils. Donc, si nous continuons, en lien avec les comptes étrangers, actifs étrangers, nous avons un autre formulaire qui s'appelle le 8938. Michael, est-ce que tu veux le Oui, présenter? oui, absolument. Donc, le formulaire 8938, c'est un formulaire que vous devez mettre en annexe de votre déclaration 1040. Il recoupe certaines informations similaires au FBAR, mais contrairement au FBAR, le FBAR, vous devez l'envoyer électroniquement via les autorités FinCEN. Le 8938, c'est un formulaire simplement à mettre en annexe de votre déclaration. Si vous remplissez, bien sûr, les conditions qui exigent que vous devez remplir ce formulaire. Donc, ça implique quoi? Ça concerne les actifs financiers au sens large, donc pas simplement vos comptes financiers, les comptes bancaires, mais aussi différents actifs comme les participations dans des sociétés non américaines, vos pensions retraite, vos comptes d'investissement, vos assurances-vie, etc. Donc, il faut prendre en compte tous vos actifs que vous détenez en direct. Et ça, c'est un peu la différence avec le FBAR. Le 89-38 concerne vraiment la détention directe d'actifs. Donc, il ne concerne pas les procurations et ne concerne pas les détentions indirectes. D'accord? Donc, les seuils déclaratifs du 89-38 dépendent un peu de la situation de chaque contribuable. Premièrement, il y a un premier critère, êtes-vous célibataire ou marié? Si vous êtes marié, il y a un deuxième critère, est-ce que vous remplissez votre déclaration de manière jointe ou sous le statut single? Et puis troisièmement, vivez-vous aux États-Unis ou en dehors des États-Unis? Donc, on va évaluer ces différentes règles sous forme d'exemple, Jean-Philippe. Donc, je vais lire le premier. Célibataire, je réside aux États-Unis et je possède un compte courant, un compte épargne à l'étranger dont le total cumulé des soldes maximum ne dépasse pas 75 au cours de l'année et le total cumulé des soldes au 31 décembre ne dépasse pas 50 000 $. Ai-je un formulaire 8938 à remplir, Jean-Philippe? Non, étant donné que tu es en dessous des seuils, non, tu n'as pas de formulaire 8938 à remplir. Maintenant, si je reprends ce même Le exemple, seuil, Jean-Philippe, juste pour être clair, le seuil pour les personnes célibataires vivant aux États-Unis, oui, il faut regarder les comptes et les actifs financiers, donc vos actions dans des sociétés non américaines, vos comptes financiers en dehors des États-Unis. À n'importe quel moment, le solde maximum de tous vos actifs et la valeur de tous vos actifs dépasse 75 000 au cours de l'année. Ou vous regardez la période du 31 décembre, si la valeur de vos actifs et de comptes financiers dépasse 50 000 $ au 31 décembre, vous avez une obligation de 89,38. Ça, c'est les seuils déclaratifs pour célibataires vivant aux États-Unis. D'accord? et donc si, justement pour continuer, pour les personnes mariées qui filent jointly, donc qui font une déclaration jointe, les seuils sont doublés. C'est-à-dire que ce sera 150 000 à n'importe quel moment de l'année ou 100 000 au 31 décembre. Voilà, donc ce sont des seuils qui sont plus élevés que les FBAR. Donc attention, pour reprendre juste un point, parce que j'ai vu une question, quelqu'un qui demande si on doit faire un FBAR par compte. La réponse est non, c'est un FBAR par personne, d'accord? Sur lequel on va récapituler tous les comptes. Donc maintenant, Michael, si on continue, je suis dans la même situation que précédemment, mais je possède un bien immobilier à l'étranger en nom propre, donc pas via une société, dont la valeur est de 1 million de dollars. Est-ce que ça va changer les choses? Alors, le 89-38 concerne les actifs financiers. Il y a une définition assez large de ce que ça veut dire, mais les biens immobiliers que vous détenez en direct ne sont pas à prendre en considération pour le 89-38. Ils ne sont pas à déclarer. Par contre, si le bien immobilier est mis en location et que vous dégagez des revenus fonciers, ou si vous décidez de vendre l'actif immobilier et cela résulte à une plus-value imposable aux États-Unis, vous devez déclarer les revenus fonciers, mais aussi la plus-value qui est imposée aux États-Unis. Donc même s'il n'y a pas un 8938 à remplir pour déclarer votre bien immobilier que vous détenez en direct, il y a potentiellement une obligation de déclarer les revenus. Donc, Jean-Philippe, prochaine question. Même situation que un A, mais mon bien immobilier est détenu par une SCI dont je suis 50% actionnaire. Est-ce que ça change les donnes si maintenant le bien immobilier est détenu par une SCI?
Oui, tout à fait. Ça change la donne parce qu'à ce moment-là, nous allons prendre en compte pour la détermination du seuil la valeur des parts de la SCI. Donc, si tu as 50% d'une SCI valorisée à 1 million, attention, pour la valorisation de la SCI, on va prendre en compte la valeur du bien, mais aussi les dettes euh, qui sont en face. Donc, si là, partons dans le cadre où le bien vaut 1 million, il n'y a plus de dette au sein de la SCI, donc tes parts vaudraient 500 000. Donc, effectivement, tu auras un 89-38 à faire. Et en plus de ça, tu auras un autre formulaire que nous verrons après qui s'appelle le 88-65. Si je continue, nous reprenons la même situation, sauf que le bien immobilier est détenu par une SCI dont je suis 50% actionnaire en nue propriété. Donc plus en pleine propriété comme le cas précédent, là c'est de la nue propriété. Oui, celui-là, c'est un très bon exemple. On le voit très souvent chez nos clients. C'est un oubli qu'on voit très fréquemment. La nue propriété d'actions dans des sociétés comme une SCI doivent être déclarées ou pris en compte, en tout cas sur le formulaire 8938. Donc, même si vous n'avez pas la jouissance, vous n'avez pas l'usufruit des actions, droit de vote, etc., vous devez néanmoins prendre la valeur de la nue propriété, qui n'est pas la valeur de la pleine propriété des actions, pour déterminer si vous avez une obligation 89-38. Donc, faire très attention. Si vous avez oublié de déclarer la nue propriété, il faudra réfléchir aux solutions pour régulariser votre situation. Euh, donc, petit b, Jean-Philippe, même situation que 1, mais j'ai aussi une reconnaissance de dette à l'étranger et le montant prêté est d'une valeur de 150 000 dollars. Est-ce que j'ai une obligation 89-38? Eh bien oui, tout à fait. Par exemple, le cas classique, ce serait un compte courant avec une société étrangère. Donc là, pas compte courant bancaire, compte courant comptable, avec une société étrangère. À ce moment-là, tu dépasses les seuils, donc tu vas devoir l'intégrer à ton 89-38. Exactement. Euh, Donc si on continue, cette fois-ci, tu résides hors des États-Unis et tu possèdes un compte courant et un compte épargne à l'étranger dont le total cumulé des soldes maximum ne dépasse pas 300 000 au cours de l'année ou, et plutôt 200 000 au 31 décembre. Que se passe-t-il? Ici, les critères changent. Donc, je suis toujours célibataire, mais cette fois-ci, je vis en dehors des États-Unis. Cet exemple illustre le fait que le seuil déclaratif vis-à-vis du 89-38 n'est plus 75 000 dollars au cours de l'année et 50 000 au 31 décembre, mais 300 000 au cours de l'année et 200 000 au 31 décembre. Donc les seuils sont plus importants. Donc quelqu'un qui est célibataire, qui remplit des déclarations 1040 vivant en dehors des États-Unis doit avoir une valeur d'actifs financiers plus importante pour être soumis à l'obligation 89-38. Et Jean-Philippe, si je change un peu les donnes, donc si je suis marié, je remplis une déclaration jointe. Si je vis aux États-Unis ou en dehors des États-Unis, quels sont les seuils? Et c'est ce que nous avons dit au début, c'est-à-dire 150 000 à n'importe quel moment de l'année ou 100 000 au 31 décembre. En fait, les seuils pour les individus mariés qui filent jointly, les seuils sont multipliés par deux. Ok, très bien. Je vois une question ici. Donc, quelles sont les obligations déclaratives concernant les biens immobiliers en démembrement pour lesquels on a la nue propriété? Alors, la même chose ici, un 89-38 ne concerne pas un bien immobilier. Si vous avez la nue propriété, typiquement, euh, si vous n'avez pas de revenus à déclarer parce que vous avez simplement la nue propriété, a priori, il ne devrait pas y avoir d'obligation déclarative des revenus. Mais une fois que l'usufruit rejoint la nue propriété, que vous avez la pleine propriété, où il y a un changement dans la manière de détention du bien immobilier, potentiellement sur les revenus immobiliers. Attention, en cas de revente, potentiellement, il faudra déclarer la plus-value latente qui existe et la valeur de votre nue propriété concernée en cas de revente. Et ça serait potentiellement imposé aux États-Unis. J'en profite juste pour dire que ça, c'était une question de Valentin. OK. Et si et nous avons une question de Patricia qui dit qu'elle partage la tutelle de sa maman avec son cousin. Doit-elle déclarer les comptes protégés? Donc j'imagine que là on parle des comptes de la maman de Patricia sur lesquels Patricia a une autorité de signature. À ce moment-là, on va effectivement les intégrer dans le FBAR. En effet. Donc, si on continue maintenant, juste on a pas mal de questions sur on a eu deux questions mais qui se rejoignent. Une question de Delphine, est-ce qu'elle peut faire ses déclarations toute seule, qui rejoint la question de quelqu'un d'autre, je crois que c'était Patrick,
qui demandait si les logiciels type H&R Block permettaient de faire ces déclarations-là. Alors c'est vrai que je ne les utilise pas, mais je pense que oui, puisque notamment sur TurboTax, il y a une question qui est posée au début qui demande si vous avez des actifs étrangers. Donc je pense que les logiciels font ces déclarations-là. Donc, si nous continuons, le, le formulaire 3520. Donc, ceci, c'est un autre formulaire qui concerne la déclaration de trust non américain. Donc, typiquement, dans notre cas de figure, on ne voit pas souvent ces situations-là. On ne va pas l'aborder aujourd'hui. Mais si vous avez des trusts que vous avez établis en dehors des États-Unis, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous accompagner sur ce que vous devez déclarer sur la partie 1 à 3 du formulaire 3520 qui concerne les trusts, les fiducies situés en dehors des États-Unis. Par contre, nous voulons faire aborder la partie 4 du formulaire 3520, c'est-à-dire les donations et les héritages que vous recevez de personnes non américaines au cours de l'année calendrier. Alors, le test, c'est le suivant. Si vous recevez des donations et des héritages au cours de l'année calendrier dont la valeur maximale de tous les actifs que vous avez reçus dépasse 100 000 dollars US, vous devez remplir ce formulaire et déclarer les actifs que vous avez reçus, que ce soit un don ou un héritage. Euh, il faut faire attention au taux de change, bien évidemment. C'est les valeurs en US dollars qui sont comprises. Donc, faut convertir les euros en dollars pour évaluer si vous dépassez les 100 000 dollars. Et deuxièmement, ce que je mentionnerai, typiquement, il n'y a pas d'incidence fiscale sur la donation ou l'héritage aux États-Unis. C'est simplement une obligation déclarative du don ou de l'héritage. Donc, premier exemple. attention, attention, je me permets d'ajouter quelque chose. Effectivement, si vous avez un héritage ou une donation qui provient de l'étranger par des personnes qui n'ont pas de lien avec les États-Unis, il n'y aura aucun impôt, rien à payer. On est sur du déclaratif uniquement si on dépasse les 100 000 d'actifs perçus. Mais il ne faudra quand même pas oublier de déclarer les revenus issus de ces actifs ou les actifs eux-mêmes via le FBAR ou le 8938. En effet. Donc, je vais lire le premier exemple pour illustrer un peu comment fonctionne le 3520. Donc, mon père, non contribuable américain, me fait don d'une somme de 50 000 dollars US en 2024 qu'il transfère sur mon compte courant à l'étranger. Dois-je déclarer cette somme sur le 3520 partie 4, Jean-Philippe? Étant donné que tu es en dessous du seuil de 100 000 dollars, non, tu n'as pas à la déclarer. Par contre, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, tu reçois 50 000 dollars sur ton compte courant à l'étranger, il ne faudra pas oublier, donc là tu dépasses obligatoirement le seuil déclaratif du FBAR, donc il ne faudra pas oublier de faire un FBAR, et potentiellement tu dépasseras le 89,38 si la valeur reste à minima la même au 31 décembre, donc il ne faudra pas oublier non plus de le remplir. Donc dans ce cas-là, tu seras exempté de 35,20, mais tu auras un FBAR et potentiellement un 89,38 à remplir. Maintenant, si on continue dans la même lignée, au cours de la même année, donc tu as reçu 50 000 dollars, ton grand-père, qui n'est pas contribuable américain, décède et te lègue des actifs financiers composés d'un bien immobilier situé à l'étranger et d'une valeur de 250 000 dollars et d'un compte titre situé à l'étranger d'une valeur de 100 000 dollars. Tu disposes ensuite des biens et des titres. Que se passe-t-il? Ici, il y a deux choses. Premièrement, y a-t-il une déclaration 3520 à faire? Euh, donc, ici, on a une donation déjà en début d'année de 50 000 dollars qu'il faut prendre en considération. Et puis, on a un héritage de son grand-père d'un bien immobilier de 250 000 plus un compte titre de 100 000. Donc, les 100 000, 250 000 et 50 000 dépassent les 100 000, donc le seuil du 35-20, et on doit déclarer la donation de début d'année qu'on a reçue de son père et l'héritage de son grand-père. Maintenant, si suite au décès du grand-père, une fois que j'hérite du bien immobilier et du compte titre, je décide de vendre immédiatement le bien immobilier et les titres, quel est l'impact? Donc, aux États-Unis, il faudra déclarer la plus-value latente, s'il en existe une, et potentiellement payer des impôts sur cette plus-value. Ici, cet exemple illustre le concept du step-up. Donc, pour calculer la plus-value imposée sur le bien immobilier et les comptes titres,
il faut comprendre comment la plus-value est calculée. Typiquement, c'est le prix de vente moins le coût d'acquisition. Et le coût d'acquisition, lorsqu'on intègre un bien dans son patrimoine suite à un décès, c'est typiquement ce qu'on appelle une valeur step-up, une valeur qui est réévaluée à la valeur de date de ce décès. Donc, en cas de décès, on va avoir une valeur step-up de 250 000, 100 000. Donc, si on vend les actifs d'une manière rapide suite au décès, potentiellement la plus-value, elle sera minime, quasi nulle. Donc, potentiellement aucun impact ou très faible. Et bien sûr, on pourrait avoir une moins-value si entre le moment du décès et la valeur et le moment de vente, il y a une moins-value, on aura une moins-value non imposable. Donc, l'exemple numéro 2, Jean-Philippe. Mon père, contribuable américain, a acheté un bien immobilier situé à l'étranger en 1998 pour un prix d'achat de 100 000 dollars. En 2000, il m'a fait un don du bien lorsque le dernier avait une valeur marchande de 800 000 dollars. Je vends le bien en 2024 lorsque sa valeur est de 1 million de dollars. Que se passe-t-il ici? Comment fonctionne le 35-20? Alors, le 35-20, en soi, sur la donation a été faite en 2000. Normalement, il aurait fallu en faire un en 2000 pour une valorisation de 800 000 dollars. Et au niveau de la vente, comment va être calculée la plus-value? On va avoir le prix de vente de 1 million de dollars, mais dans le cadre des donations, nous n'avons pas la règle du step-up in basis dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va devoir remonter au prix d'acquisition du bien pour avoir le prix de base qui va déterminer le montant de la plus-value. Donc on ne partira pas sur 800 000, mais sur 100 000 dollars. À ce moment-là, la plus-value sera de 1 million moins 100 000 dollars. Voilà. Et donc Et, 900 000 qui seront imposables au taux des long-term capital gain. Et pour répondre sur la question du 35-20, à l'époque, il aurait fallu faire un 35-20 pour une valeur indiquée de 800 000 dollars. et donc potentiellement, avec un peu de recul, on aurait pu faire un peu de planification pour essayer d'obtenir un step-up à la date de décès pour minimiser l'impact des plus-values pour la personne qui va hériter et recevoir l'actif au décès. D'autre part, on le voit souvent chez nos clients, les démembrements, usufruit nue propriété, ça a aussi des incidences sur la plus-value par la suite. Donc, il faut faire très attention, prendre contact avec votre fiscaliste pour étudier ces aspects-là qui deviennent très compliqués en cas de revente. Et donc, surtout si vous allez vous lancer dans des planifications en France, avec votre fiscaliste en France, de démembrement d'actifs, usufruit nue propriété, prenez contact avec votre fiscaliste américain si la personne qui va recevoir l'usufruit ou la nue propriété est un contribuable américain. Tout à Donc, fait. le Euh, troisième, Maintenant, tes parents ne sont pas contribuables américains et te font don de la nue propriété de leur part de SCI. La nue propriété est évaluée à 150 000 dollars. Que se oui, donc c'est passe-t-il? C'est exactement ce que j'évoquais. Donc ici, il faudra prendre en compte la valeur de la nue propriété au moment de la donation pour évaluer si on a une obligation déclarative 35-20. Bien sûr, comprendre que si vous avez eu des dons ou d'autres héritages lors de l'année calendrier, il faudra prendre en considération tous les aspects et évaluer si vous avez d'autres actifs à déclarer. Mais la réponse est oui, il faut prendre en considération la nue propriété. Euh, Jean-Philippe, y Nous allons a-t-il prendre quelques quelques questions? questions. Ouais, avant d'attaquer la suite, là j'en vois une de Caroline qui a déménagé aux USA en août et qui demande si toutes ces règles lui sont applicables. Euh, Ces règles sont-elles les mêmes ou je ne déclare que la situation depuis mon arrivée? Eh bien, en fait, Caroline, vous pouvez être dans trois cas de figure, parce que là, nous n'avons pas votre historique, notamment vis-à-vis du Substantial Presence Test. Vous pouvez être considéré comme non-résidente, comme dual status et comme full year resident. Donc, difficile de vous répondre, mais a priori, si vous êtes dual status, vous êtes non-résidente une partie de l'année, résidente le reste de l'année. À ce moment-là, que vous soyez dual status ou full year resident, il va falloir, toutes ces règles s'appliquent à vous, tout à fait. Ça dépend aussi Non-résident, non. Ça dépend aussi du statut de la personne, si elle vient sur un visa non immigrant, si elle a déjà Tout un à fait. visa immigrant qui va obligatoirement déclencher la résidence fiscale du fait qu'elle est considérée résidente permanente en US, détentrice d'une carte verte, par exemple. Donc,
Tout faire à fait, attention au tout à statut. fait. Mais Oui, en effet, là, les règles du jeu, c'est quand est-ce que ma date de résidence fiscale débute. Ça dépend de la classification de carte verte ou de non-immigrants. Vous venez aux États-Unis sur un visa non-immigrant. Et les tests qui s'appliquent pour évaluer la résidence, votre premier jour de résidence fiscale peut changer en fonction de la situation. Donc, contactez-nous, on serait ravis de regarder votre situation en plus de oui. détails. Parce que honnêtement, la situation n'est pas forcément évidente. Je vois une autre question, donc là, qui n'a pas rapport avec le 35-20, mais qui est quand même importante, qui revient au deuxième slide. Doit-on déclarer une retraite française alors que compte tenu de la convention fiscale franco-américaine, elle n'est pas imposable aux USA? Alors, Alain qui posait la question, la réponse est oui, comme je l'ai dit, nous déclarons tout. Après, au sein de la déclaration, nous allons effectivement utiliser la convention fiscale pour annuler l'imposition de votre retraite française. Mais oui, il faut la déclarer. Donc on Jean-Philippe, déclare, je le répète encore une fois, on déclare vraiment tous les revenus mondiaux. Après, on aura soit des jeux de crédit d'impôt, soit des revenus qui ne seront pas imposables, type la retraite, mais on déclare tout. Donc, en gros, juste pour qu'on est sûr de comprendre, euh, on déclare tout, mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément imposé. Tout à fait, tout à fait. Jean-Philippe, on passe peut-être au prochain slide parce que je vois que le temps défile très rapidement Ah oui, et leur tourne, ouais. Leur tourne, on a effectivement. encore beaucoup de choses à parcourir. Alors, un autre point, donc là, nous allons lister les FBAR 89, 38, 35, 20, ce sont les formulaires qui sont les plus souvent oubliés, mais il n'y a pas que, il y a tout ce qui va être déclaration de détention de sociétés étrangères. Lorsque vous avez des parts d'une société étrangère, donc qui n'est pas aux États-Unis, que vous en avez plus de 10% du capital, à ce moment-là, il va falloir retranscrire dans la majorité des cas les états financiers de la société sur votre déclaration personnelle. Les formulaires vont varier en fonction du type de structure juridique. Si on a une responsabilité limitée, à ce moment-là, nous serons sur un formulaire 5471. Si la responsabilité n'est pas limitée, nous serons sur un 8865. Euh, et ce sont des formulaires qui sont assez complexes à mettre en œuvre, qui vont prendre en compte la détention directe, indirecte, mais aussi constructive. Donc constructive, c'est lorsque vos parents et vos enfants ont des parts dans la société. Et puis après, nous avons d'autres formulaires, le 8621 notamment, qui va correspondre au PIFIC, aux fonds communs qui sont hors des États-Unis. On va revenir dessus avec Michael via des exemples. Ce sera plus concret que de la théorie uniquement. Oui, et n'oubliez pas que vous devez prendre en considération vos participations dans les sociétés non américaines pour le formulaire 8938. Si vous avez une obligation de déclarer vos participations dans ces sociétés non américaines sur le 8038, vous devez potentiellement aussi déclarer des informations, on va dire, plus importantes vis-à-vis de vos sociétés sur ces différents formulaires en fonction de la classification fiscale de l'entité et votre actionnariat et votre statut en tant que résident US actionnaire de ces sociétés. Donc Jean-Philippe, peut-être qu'on va illustrer ces formulaires avec des exemples. Le premier exemple, je possède 5% d'une société anonyme, donc une société où les actionnaires ont une responsabilité dite limitée à l'étranger. Celle-ci a pour activité la production et la commercialisation de cosmétiques et de produits de beauté à l'étranger. Donc c'est une société qui a des activités à caractère actif. Elle génère un résultat net de 1 million de dollars en 2024. Je suis un investisseur passif et je perçois un dividende de 20 000 dollars. Les autres actionnaires sont tous des personnes physiques non contribuables américains et n'ont aucune relation familiale avec le contribuable américain. Quel formulaire dois-je remplir? Alors, il va falloir premièrement déterminer ta responsabilité. Est-ce que la responsabilité de l'actionnaire au sein de la société est limitée ou non? Donc, on détermine le statut de la société. Sur une SA, nous avons une responsabilité limitée des actionnaires. Donc, la question à se poser est de savoir, donc c'est formulaire 5471. Maintenant, est-ce que, dû à ton taux de détention, tu as l'obligation de remplir ce formulaire 5471? Là, avec 5%, la réponse est non. Tu ne vas pas le remplir. Par contre, il va quand même falloir
déclarer ta valeur, la valeur que tu détiens dans cette société via le formulaire 8938. D'accord? Donc, très important, on n'a pas de 5471, on a le 8938. Aussi, comme tu as perçu des dividendes, il va falloir déclarer ces dividendes aux États-Unis et te faire imposer dessus. Là, nous sommes sur une société française. Si tu détiens tes actions depuis 1 an ou plus, tu vas potentiellement pouvoir utiliser le taux des qualified dividends, donc qui au niveau fédéral est un taux préférentiel qui va se situer entre 15 et 20% plus 3,8% de net investment tax. Donc, on va avoir obligation 89-38, obligation déclarative de revenus pour les dividendes. De la même manière, Jean-Philippe, si on décidait de vendre ses actions, ces 5% de la société, donc on doit-on déclarer la plus-value des Tout à actions? fait. Encore une fois, aux États-Unis, imposition sur les revenus mondiaux. Donc, on va déclarer la plus-value réalisée côté américain. D'accord? En prenant prix de vente converti au taux du jour de vente, moins les frais de vente, évidemment, moins prix d'achat converti au taux du jour d'achat. Si on en Alors, a hérité, ce sera exact- converti au taux du jour de liquidation de la succession. exactement. Donc, il faut comprendre comment vous avez acquéri les actions au départ, si c'est à travers une donation, un héritage, ou si vous l'avez acheté. Parce que ça affecte la manière dont on calcule la plus-value imposable aux États-Unis. Donc, pour continuer l'exemple, Jean-Philippe, donc même situation que 1, mais cette fois-ci, je détiens 51% des actions de la SA au lieu de 5%. Alors à ce moment-là, là, tu as le contrôle de la société. La société devient une Controlled Foreign Corporation, CFC. Tu vas devoir remplir le 8938 et tous les formulaires afférents. Et tu vas aussi devoir faire une déclaration relative à la guilty tax. La guilty tax, c'est une taxe qu'a mis en place Trump lors de son premier mandat, qui prévoit que les actionnaires américains qui ont le contrôle d'une société étrangère, je simplifie la règle, hein, sinon ce serait trop long, se retrouvent imposés sur leur quote-part du résultat de la société étrangère comme s'il avait été distribué. D'accord? Sauf si la société dans son pays d'origine paye un certain montant d'impôt. À ce moment-là, on va pouvoir, en remplissant d'autres formulaires, éviter de payer cette guilty tax. Ok, très bien, Jean-Philippe. Alors, Donc le petit... attention, attention quand même, parce que c'est un cas que nous avons eu tous les deux, d'ailleurs, Michael, assez récemment. Euh, pour le calcul de la guilty tax, on ne prend pas en compte les pertes reportables du passé. C'est-à-dire qu'en France, vous pouvez, nous, c'était le cas d'un hôtel qui avait de grosses pertes reportables, un profit réalisé côté français, avec des pertes reportables qui ont gommé complètement le résultat fiscal en France en 2023. Donc la personne ne s'est pas retrouvée, la société plutôt en France n'a pas payé d'impôts. Côté américain, on ne prend pas uniquement pour le calcul de la guilty tax, on ne peut pas prendre en compte les pertes reportables. Donc côté américain, on avait un résultat taxable et donc soumis à guilty tax. Et donc, et ce qu'il faut comprendre, c'est si on a une société non américaine qui est contrôlée par des actionnaires américains, il y a potentiellement un impact fiscal, une taxation par transparence sur le résultat de l'entité. Donc, contactez quelqu'un comme Jean-Philippe qui pourra vous aider à calculer ce que vous devez payer par transparence sur ces sociétés contrôlées par des contribuables américains. Donc, même exemple que la situation 1, sauf que mon père, cette fois-ci, est non contribuable américain, mais détient 50% de la société anonyme. Donc, moi, je suis américain, je détiens 5%, et mon père, non contribuable américain, en détient 55%. Comment ça change le Alors, résultat, Jean-Philippe? ça va quand même pas mal changer parce que via les règles de constructive ownership, tu vas quand même être au-delà des seuils déclaratifs, donc tu vas retranscrire les états financiers de la société. Cependant, étant donné que dans les faits, tu ne détiens pas le contrôle de la société, tu ne seras pas soumis aux règles de la guilty tax. Donc c'est un changement qui est assez important et notable. Oui, donc il faut aussi prendre, pour rappel, en considération l'actionnariat de membres de la famille, par exemple une holding familiale traditionnelle des activités d'une famille, donc une société non américaine, il faut prendre en considération les parents, les grands-parents, etc., pour déterminer si on a une obligation déclarative sur ces formulaires. Donc faites très attention. Si on continue, Michael,
là, cette fois-ci, tu possèdes 5% d'une société à responsabilité limitée à l'étranger et celle-ci détient divers investissements mobiliers et immobiliers à caractère passif et elle génère uniquement des revenus passifs. Les autres actionnaires sont tous des personnes physiques non contribuables américains et n'ont aucune relation familiale avec toi. Que se passe-t-il? Quelle est la qualification? Oui, donc cet exemple illustre le concept de PFIC, donc PFIC, Passive Foreign Investment Company. Donc typiquement, c'est des sociétés qui sont classifiées du point de vue de la fiscalité américaine comme des foreign corporations, c'est-à-dire que les sociétés, les actionnaires membres de la société ont une responsabilité limitée, ce qui est le cas ici d'une SARL. Et la caractérisation ici, c'est que l'activité principale de la société est une activité passive. D'accord? Donc, c'est par exemple une holding familiale qui détient des portefeuilles d'actions, des investissements immobiliers qui génèrent des revenus locatifs. Donc, tout ça, c'est des revenus passifs, c'est des activités passives. Et si on remplit les conditions des règles PIFIC, donc typiquement dans les grandes lignes, c'est une activité passive, ça va être classifié comme un PIFIC et on doit remplir le formulaire 86-21. Maintenant, qu'est-ce que le régime PIFIC? Le régime PIFIC, c'est un régime d'imposition particulier sur ces sociétés. Typiquement, il y a un impact fiscal lorsque soit on a un dividende ou soit il y a une revente des actions. L'impact, souvent, n'est pas un impact positif parce que la plus-value latente ou le dividende est repris sur la période de détention totale de vos actions et est imposé au taux ordinaire maximum chaque année, plus une charge d'intérêt supplémentaire. On peut arriver dans des cas de figure à plus de 50-55% d'imposition. Donc on n'est pas soumis aux mêmes règles des qualified dividend rates ou des plus-values, des capital gains, qui sont des taux beaucoup plus faibles. Si vous êtes dans cette situation, il y a des options de planification pour changer le statut de la classification fiscale de l'entité ou d'autres ou de demander aux autorités fiscales d'être imposées sur un régime plus favorable. Donc, si vous avez des PIFIC, contactez-nous, on pourra évaluer votre situation et évaluer si on peut faire des choses pour améliorer votre situation. Donc, troisième cas de figure, Jean-Philippe, je possède 8% d'une société civile, une SCI, à l'étranger. Elle génère un résultat net de 100 000 dollars en 2024. Les autres actionnaires sont tous des personnes physiques non contribuables américains et n'ont aucune relation familiale avec le contribuable américain. Que dois-je déclarer et sur quel formulaire? Alors, là, nous allons nous poser la question de savoir déjà quel formulaire serait appliqué. Nous sommes sur une société pour laquelle la responsabilité des actionnaires est illimitée. Donc, à ce moment-là, ce sera le formulaire 88-65 si jamais il doit s'appliquer. Cependant, avec une détention à 8%, tu es en dessous des seuils déclaratifs du 88-65. Donc, ce que tu vas faire est assez simple. Tu vas retranscrire la valeur de tes parts de la SCI sur le formulaire 8938. Attention, la SCI aux États-Unis est considérée comme un partnership, d'accord, donc transparente fiscalement, et tu vas à ce moment-là devoir déclarer tes 8% des 100 000, donc 8 000 dollars, sur ta déclaration et être imposé dessus. Si jamais les impôts sont payés en France, tu auras droit à un crédit d'impôt. Je précise que côté américain, il se peut que la SCI côté français ait opté pour l'impôt société. D'accord? Donc vous ne payez pas d'impôt en tant qu'individu. Côté américain, le choix fiscal qui a été fait importe peu, c'est la nature juridique de l'entité qui va primer. Donc il se peut que vous ayez une SCI soumise à l'IS en France, mais côté américain, elle sera soumise à l'IR. Donc il est possible là aussi de planifier pour avoir le même traitement fiscal des deux côtés de l'Atlantique. Exactement, c'est la problématique de société hybride où il y a une classification fiscale différente et donc pour obtenir les crédits d'impôt et d'autres aspects positifs, il faut évaluer votre situation et voir ce qu'on peut faire et on peut faire des demandes vis-à-vis du fisc américain pour changer votre classification d'entité. Donc contactez-nous si vous avez ce type de problématique, on peut évaluer votre situation. Donc Jean-Philippe, 3B, même situation que 3, sauf que je détiens maintenant 55% des parts de la SCI. À ce moment-là, tu dépasses les seuils déclaratifs du 88-65. Donc, il va falloir retranscrire les états financiers de la SCI sur ta déclaration via le formulaire 88-65. Et tu vas déclarer en plus
tes 55% des 100 000, donc 55 000 dollars sur ta déclaration US, toujours avec les jeux de crédit d'impôt s'il y a lieu. Bien. Et donc ici, le dernier exemple, euh, sauf que mon père, non contribuable américain, détient 55% de la SCI. Donc il est non contribuable américain. Comment ça change le résultat? À ce moment-là, via la notion de constructive ownership, au niveau de la compliance, tu vas devoir retranscrire les états financiers de la SCI sur ton 88-65, mais tu ne vas te retrouver imposé que sur ta détention réelle, c'est-à-dire 8% des 100 000 dollars. Voilà, donc tu déclareras 8 000 dollars de revenus issus de la SCI. Donc ce sont des sujets, comme vous l'avez vu, qui sont assez complexes, surtout quand on se retrouve parfois dans des groupes familiaux. Nous avons le cas de plusieurs clients où il va falloir analyser toute la structure juridique du groupe. Donc, si vous avez des questions relatives à tout ça, n'hésitez pas à venir nous les poser. Il y a On une question approche, d'ailleurs. Il nous reste trois minutes. ouais, on Jean-Philippe, approche de l'heure. juste pour Ouais, finaliser ok. donc, si vous avez évalué votre situation et que vous avez identifié des problématiques déclaratives, Jean-Philippe, tu peux passer à la prochaine slide peut-être. Euh, Ouais, il faut comprendre que si vous avez des problématiques de conformité vis-à-vis de vos obligations déclaratives, qu'il y a des pénalités potentiellement encourues en cas d'audit aux États-Unis. Donc ici, je vous les liste, vous pouvez regarder en détail, mais comme vous pouvez le voir, les pénalités peuvent être assez onéreuses si vous n'avez pas rempli certains formulaires. Il faut aussi prendre en considération la conduite du contribuable, s'il a été délibéré, non délibéré, s'il a une excuse, un motif raisonnable pour se défendre et envisager quels sont les moyens, les meilleurs moyens pour se défendre. Simplement faire un amendement ou corriger le tir en soumettant un 1040X avec les formulaires manquants, c'est très risqué sans avoir vraiment étudié votre situation parce que vous êtes possiblement soumis à un audit automatique ou une imposition de pénalités automatiques qui sont bien sûr listées ici. Donc, par exemple, quelqu'un a demandé pour le 35-20 si j'ai oublié de déclarer un héritage ou une donation qui dépasse 100 000 dollars, quel est l'impact, quel est l'impact? Le montant de pénalité maximum potentiellement est de 25% du montant de la donation d'héritage non déclaré. Donc si j'ai reçu 1 million de dollars cash de mon grand-père, potentiellement 250 000 dollars de pénalité. Donc vous voyez que ça peut être important. Pareil, dans les sociétés, si vous avez des filiales ou un groupe d'activités hors US où vous auriez dû déclarer les 54-71, 88-65, 86-21, etc., les pénalités peuvent s'additionner très rapidement, 10 000 dollars par chaque commission, par chaque entité, plus chaque année. Donc on peut monter à des montants importants. Et n'oubliez pas que ça, c'est l'obligation simplement déclarative de vos actifs, mais vous devez aussi déclarer vos revenus générés de ces actifs. Donc euh, il faut comprendre qu'il y a aussi potentiellement des pénalités pour les impôts que vous auriez dû payer aux États-Unis sur ces revenus non déclarés. Donc le cas de figure qu'on voit souvent, par exemple, c'est les produits financiers français, des assurances-vie, des pensions qui sont exonérés d'imposition, mais les contribuables américains ne les déclarent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont aussi exonérés aux États-Unis. Il faut tout déclarer et voir avec votre fiscaliste s'il y a moyen de les exonérer aussi aux États-Unis. Et puis dernier point, si vous êtes dans cette situation, que peut-on faire? Alors, typiquement, moi, je conseille les personnes dans ces situations régulièrement sur des problématiques de régularisation. Il faut vraiment évaluer votre situation au cas par cas, la conduite du contribuable. Il faut évaluer quel est l'impact sous l'audit et évaluer quels sont les avantages, désavantages des différents programmes. Il y a une variété de programmes disponibles, des programmes de régularisation, d'amnistie pour régulariser votre situation. Il faut évaluer quels sont les meilleurs, les plus avantageux, et ça va changer d'un contribuable à l'autre. Et puis aussi, il faut prendre en considération la prescription de droit à l'IRS, de vérifier votre situation vis-à-vis de tous ces manques de formulaires. Par exemple, le 54-71, si vous l'avez jamais soumis, théoriquement, la prescription de droit à l'IRS de vérifier votre situation ne s'écoule jamais. Donc, il pourrait éventuellement vous contrôler sur une période de 5-10 ans en recul, théoriquement. Donc, faites attention, envisagez vraiment une analyse globale pour vraiment évaluer quelles sont les meilleures approches pour corriger le tir. N'allez pas tout simplement corriger votre déclaration 1040, faire un amendement et espérer que tout va être réglé parce que ça pourrait engendrer un audit. Donc voilà, donc ça conclut un peu notre Et présentation, Jean-Philippe. excuse-moi, je me permets d'ajouter quelque chose pour ceux qui nous écoutent et qui pensent ils n'ont aucun risque parce que leurs comptes sont en France, les sociétés sont en France. Sachez que toutes les institutions financières, du moment qu'elles savent
que vous êtes contribuable américain doivent envoyer vos informations financières à l'IRS. Et il n'y en a maintenant plus aucune qui ne respecte pas cette obligation. Donc, si vous avez des comptes non déclarés qui sont en France ou ailleurs, et que les institutions financières savent que vous êtes contribuable américain, l'IRS connaît vos comptes. En, Donc en maintenant, effet, En effet, la- Jean-Philippe, donc ça fait partie de l'analyse et de la réflexion qu'on fera avec vous. C'est le risque d'audit. Donc, quelles informations est-ce que l'IRS possède vis-à-vis de vos actifs non déclarés? Et donc réfléchir aux meilleurs moyens de corriger le tir. Et bien sûr, tu évoques les lois FATCA, qui sont des lois américaines qui forcent les institutions non américaines à identifier leurs contribuables américains sous forme d'indices d'américanité. Par exemple, si vous avez une adresse aux États-Unis, vous faites des virements vers les États-Unis, tout ça peut déclencher un mini-audit au niveau de l'institution financière étrangère pour déterminer si vous êtes contribuable américain. Si vous l'êtes, bam, il transfère certaines informations aux États-Unis et potentiellement ça peut déclencher un audit. Mais ça, c'est une particularité, mais il y a peut-être d'autres moyens à l'IRS d'identifier votre situation. Donc, il faut vraiment regarder la globalité des choses dans votre situation. Je me permets juste de prendre une question là de Jean Robert qui dit que faire, parce que c'est important quand même, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, que faire quand il faut joindre les bilans des sociétés au fisc américain, mais qu'on les a après l'échéance fiscale américaine, après le 15 avril. Eh bien, sachez qu'aux États-Unis, il est possible de faire ce qui s'appelle une demande d'extension, qui va repousser votre échéance déclarative au 15 octobre au lieu du 15 avril. Donc, vous n'avez pas de pénalité pour défaut de compliance. Par contre, on ne repousse que l'échéance déclarative. Vos impôts restent dus pour le 15 avril. Donc, il va quand même falloir les calculer, il va quand même falloir les payer si jamais vous en avez à payer. Et si vous devez percevoir un remboursement, l'IRS vous remboursera uniquement quand il aura votre déclaration définitive. Oui, il y a une autre question intéressante sur les retraites. Donc, en effet, la Convention franco-américaine exonère l'imposition potentiellement des retraites, mais néanmoins, vous devez la déclarer aux États-Unis. Dire que vous l'avez et dans votre déclaration d'impôt, invoquer la Convention franco-américaine pour dire que la provision exonère l'imposition de ces retraites. Mais il faut évaluer cela encore avec un fiscaliste et bien s'assurer que le type de pension ou de retraite, plan retraite, est exonéré sous la Convention. Oui, attention, parce que souvent, et nous avons souvent le cas, des personnes qui ont en France, dans leur, imaginent qu'un plan, mettons un PE, pour eux est un plan retraite. Mais attention, d'un point de vue américain, ça n'est pas un plan retraite. D'accord? De même, une assurance vie. Le plan retraite, c'est un vrai plan retraite qui sera qualifié comme tel par le fisc américain. Le plan retraite, c'est un virement des autorités de retraite françaises. GFFO, par exemple, effectivement. Et donc, il y a des questions aussi vis-à-vis des assurances-vie qui sont très compliquées, donc potentiellement exonérants en France, mais aux États-Unis, déjà, il y a une obligation de les déclarer sur le FBAR 8938 si vous avez ce type d'investissement et que vous remplissez les seuils. Mais deuxièmement, il y a potentiellement une imposition des plus-values, des sous-actifs ou des sous-investissements détenus dans ce contrat d'assurance. Et pire encore, ça pourrait être considéré comme des PIFIC soumis aux ces règles d'imposition qui sont plus ou moins négatives, on va dire, si ces règles s'appliquent. Donc faites attention, évaluez ces assurances-vie pour déterminer comment vous devez les déclarer et si vous êtes imposé dessus. Y a-t-il d'autres questions, Jean-Philippe, que tu vois? Ah, je redescends un peu tout. Frédéric qui demande si elle n'a pas tout déclaré correctement et qu'elle ajoute ses comptes qui n'étaient pas déclarés précédemment, y aura-t-il des pénalités sur les années précédentes? Michael, tu veux prendre? Donc là je conseille de nous contacter parce que c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend de ce que vous étiez au courant. Donc, c'est-à-dire que si vous étiez au courant du concept F-bar, de vos obligations déclaratives et que vous ne l'avez pas fait, ou que vous avez mal compris à la règle, ou peut-être que vous avez un mauvais conseil d'un comptable ou d'un autre conseiller qui vous a dit, voilà, concernant votre situation, vous n'avez rien à déclarer.
les options pour régulariser votre situation, bien évidemment, seront différentes. Donc, il faut vraiment évaluer la situation particulière de chaque individu, de chaque contribuable quand il y a un manque, pour déterminer quelles sont les options pour régulariser et quoi faire. En tout cas, je ne me lancerai pas à corriger le tir sans vraiment de réflexion à toutes les options possibles, parce qu'il y a des options potentiellement qui vous permettraient de sortir d'affaires sans pénalité, si bien sûr les conditions sont présentes. Excusez-moi, je vois une question de Flo relative au 35-20 qui dit si la valeur de la donation est de 75 000 dollars, donc moins 900 000 en nue propriété, mais que la valeur du bien est de 250 000 au moment de la donation, le bien au moment du décès est 300 000 dollars et qu'il y a une vente. Serait-il recommandé de déclarer le 35-20? Alors, si on découpe 75 000 dollars, on est en dessous des 100 000 au moment de la donation, donc pas de 35-20 à faire. Euh, Après, si on a vente pour une valeur de 300 000, on va déclarer la plus-value côté américain et puis demander un crédit d'impôt, évidemment, s'il y a lieu. Ok. Et puis, il y a une question qui est un peu dans le même contexte du 35-20, c'est dans quel cas de figure sommes-nous imposés sur les donations héritage? Donc, le système fiscal américain sur les droits de succession, donation, impose le donateur ou le défunt, ou la masse successorale. Lorsque celle-ci est un non-résident, donc par exemple votre père qui est non-américain, qui fait donation d'argent ou d'un bien immobilier en France, cette personne n'est pas imposée aux États-Unis parce que c'est un non-américain et deuxièmement, les actifs sont situés seulement en dehors des États-Unis. Un non-américain pour les droits de succession et droits de donation est imposé aux États-Unis seulement sur ses actifs situés aux États-Unis. Donc, s'il y a un transfert d'actifs, par exemple de cash aux États-Unis, des actions américaines, le non-résident sera imposé dans ce cas de figure-là. Mais dans les exemples qu'on a donnés pour le 35-20 ne concerne que des non-américains, donc des personnes non américaines qui font des donations ou héritages à des contribuables américains. Donc typiquement, à moins que cette donation, cet héritage se fait sur le territoire américain, il ne devrait pas y avoir d'impact fiscal. Ça, c'était la question de Emma, c'est ça? Oui, exact. Enfin, je pense, j'en déduis. Mais attention, ça n'est pas parce que côté américain, vous ne serez pas imposé que côté français, il n'y aura pas de droit de succession ou de donation à payer. Absolument, On a une absolument. bonne question là de Pauline. Quelle est la différence entre Massa et Carlton Fields? C'est assez Eh bien, simple. Carlton Fields, c'est un cabinet d'avocats et Massad, c'est un cabinet d'expertise comptable. En fait, nous travaillons ensemble avec Michael sur pas mal de problématiques fiscales assez complexes, mais aussi bon nombre de régularisations. Voilà. oui, en effet, donc moi je conseille sur la partie juridique, donc l'évaluation de votre situation dans ces cas de problématiques de non-conformité. Et donc si vous avez une telle situation, n'hésitez pas à me contacter. Et si on se lance dans un programme de régularisation, qu'on va faire des amendements à vos déclarations, on contactera Jean-Philippe pour nous accompagner dans la préparation des déclarations. À savoir aussi que moi je suis un avocat, Jean-Philippe ne l'est pas, ce qui veut dire qu'il y a une certaine confidentialité des communications avocat-client qui existent. Donc, quand vous voulez parler de ces sujets qui sont plus ou moins complexes, difficiles et qui peuvent impliquer des problématiques assez importantes, c'est mieux de le faire sous la confidentialité avocat-client. Donc, n'oubliez pas ça aussi. Donc, quand vous parlez à des comptables ou à d'autres personnes, on a parlé de FATCA et des lois qui peuvent obliger les institutions financières, mais n'oubliez pas que votre voisin ou d'autres personnes pourraient vous dénoncer au fisc américain. Donc, faites très attention. Attention, je précise quand même quelque chose. Euh, c'est que la confidentialité existe chez les CPA aussi, hein. Vos informations ne sont pas envoyées à tous nos clients. C'est confidentialité vis-à-vis de l'IRS. C'est le privilège client-avocat que les CPA, donc moi, n'avons pas. On est entre de bonnes mains du coup. À l'écran, vous avez un QR code pour prendre rendez-vous directement avec Jean-Philippe. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Michael, vous avez son mail qui est affiché à l'écran. Donc, vous pouvez tout de suite les recopier ou scanner le QR code et vous avez directement un créneau dans l'agenda de Jean-Philippe en scannant ce QR code qui est affiché à l'écran maintenant, que ce soit sur Zoom ou sur LinkedIn. Euh,
Est-ce qu'on a encore quelques questions? On se donne encore quoi, 3 minutes pour répondre aux dernières questions? Oui, je crois que je vais en prendre une. Allez. Peut-être les actualités 2025. On a un nouveau gouvernement, Trump au pouvoir. Qu'est-ce que ça va impliquer? Je veux rappeler que la première présidence Trump a passé une réforme fiscale assez importante qui a résulté à un allègement général sur les implications fiscales pour les Américains, plus particulièrement sur les personnes qui gagnent plus d'argent et les sociétés, mais à savoir qu'il y a beaucoup de ces lois qui vont éventuellement disparaître à la fin de l'année 2025 et revenir à l'état de l'imposition fiscale pré-2017, avant que ces lois, ces réformes 2015 sont en place. Particulièrement, je pense au niveau des successions, un contribuable américain qui est donc un citoyen US ou qui est domicilié aux États-Unis, en cas de décès, est imposé sur son patrimoine mondial, soumis à un taux maximum d'imposition de 40%, mais il bénéficie d'une exonération actuelle de 13 millions et quelques pour 2025. À la fin de l'année 2025, cette exonération, à moins qu'il y ait des lois, des nouvelles lois, une nouvelle réforme qui est passée avec le Congrès, maintenant Trump veut pousser à justement passer ces lois pour maintenir cette exonération qui est assez élevée de 13 millions. Mais si on n'arrive pas à passer ces lois, on va passer à une exonération simple de près 2017 à une exonération qui est évaluée à peu près 7 millions avec l'inflation. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui veulent faire de la planification successorale? On est dans une situation toujours indéfinie à ce stade, mais aujourd'hui, on bénéficie d'une exonération de 13 millions et quelques. Donc, si vous avez un patrimoine d'un certain niveau et que vous voulez bénéficier de ces exonérations, peut-être que vous voulez dégager un certain patrimoine cette année, profitant de l'exonération qui est large, en vue potentiellement du fait qu'on va retomber sur une exonération de 7 millions. Ça, c'est juste un exemple des changements de loi Trump qui pourraient vous impacter en cas de votre situation. Et Jean-Philippe, peut-être que tu peux mentionner rapidement comment ça va changer les taux Ouais, et la au standard niveau deduction de pour les l'impôt, particuliers. exactement, au niveau de l'imposition des particuliers, si nous revenons à ce qui était avant Trump, premier mandat, aujourd'hui nous avons un taux maximum d'imposition, je parle du fédéral toujours, qui est à 37%. Si nous revenons en arrière, ce sera 39,6, avec des tranches qui vont varier. Là, je vous passe le détail de tous les tranches. De toutes les tranches. Et puis, au niveau de la standard deduction, donc un abattement que vous avez de manière automatique sur vos revenus, on va la diviser a priori par deux. Voilà. Donc, il n'y a pas que ça, il y a quand même pas mal d'autres changements, mais, euh, mais aujourd'hui, on va se contenter de ça parce que le temps court, il y a beaucoup de choses il y aurait beaucoup de choses à présenter. Je comprends bien, Jean-Philippe. Pour 2025, si j'ai un gros salaire, un gros bonus qui va tomber, peut-être que je veux l'accélérer pour 2025, sachant que on risque de passer au taux 37 à 39. Et Et d'ailleurs, c'est tous les taux dans la gamme qui augmentent à partir de exactement, 2026. Sauf, exactement. bien évidemment, un passage de loi qui maintiendrait les taux réduits qui ont été mis en place par Trump en 2017. Donc ça, Et on est dans l'attente. On ne sait qui est pas quand ce qui même va la se passer. volonté actuelle de Trump, mais à savoir si ce sera voté. Voilà. Et- Exactement. Ben, merci à tous les deux. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui ont besoin d'avoir une consultation individuelle, ça se passe à l'écran. Donc vous pouvez prendre rendez-vous avec nos deux experts du jour. Euh, on vous retrouvera, je pense, dans les prochains mois. On va vous laisser passer la saison fiscale qui, je pense, va être chargée pour tous les deux. Donc, je vous dis après avril, je vous dis, on se reparle au mois de mai du coup. Bonne chance pour la tax season à vous deux. Merci. Si vous êtes intéressé, la semaine prochaine, donc tous les mardis, on a un autre webinaire. La semaine prochaine, on va parler investissement en nue propriété en France. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous reconnecter. Merci encore à tous. Bon après-midi, bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt sur French Morning. Au revoir. Merci. Au Au revoir, revoir. bye bye.